Et pour ce débat, j'accueille aujourd'hui Paula Forteza. Bonjour, vous êtes député La République En Marche des Français établis hors de France. Face à vous, Alain Brunel. Bonjour. Vous êtes député GDR du Nord. Bienvenue à vous. Nous allons donc ensemble analyser et débattre des questions qui vont être posées au gouvernement. Nous les découvrons avec vous, Ludovic Faux, car vous avez pu en prendre connaissance. Oui, au programme aujourd'hui, Marion, le gouvernement sera notamment interrogé sur la situation très tendue à Mayotte, où la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, tente depuis hier d'apporter des réponses, en particulier en matière d'immigration et de sécurité. Au cours de cette séance, il sera aussi question de la Nouvelle-Calédonie. On vient d'en parler avec Valérie Brochard et son invité. Parmi les autres thèmes abordés, il y aura les intentions de Donald Trump en matière de droits de douane, alors que le président américain a entamé un bras de fer commercial avec l'Union européenne. Et puis le gouvernement sera interrogé sur la plateforme Parcoursup, sur laquelle les élèves de terminale ont jusqu'à aujourd'hui 18 heures pour inscrire leurs vœux d'études supérieures. Enfin, deux grandes réformes à venir feront l'objet de questions, la réforme de la justice et la réforme des institutions. Alors que vous le savez, le gouvernement envisage de limiter le droit d'amendement, ce qui ne fait pas l'unanimité, au contraire, ici à l'Assemblée nationale, à tel point que le président de l'Assemblée, François de Rugy lui-même, a fait savoir qu'il n'était pas favorable à cette idée. Merci à vous, Ludovic. Et vous l'avez dit, c'est la 4e semaine de mobilisation à Mayotte. Nouvelle journée de manifestation au lendemain des propositions d'Annick Girardin. La ministre est sur l'île depuis hier. Elle sera de retour demain à Paris pour le Conseil des ministres pour évoquer justement les pistes de travail après cette rencontre avec l'intersyndicale cet après-midi. On va tout de suite écouter Daniel Fasquelle, député Les Républicains, concernant la situation à Mayotte sur laquelle il s'interroge. Au moins, en tous les cas, à titre temporaire, c'est absolument indispensable. On sait très bien qu'aujourd'hui, les maternités débordent et que la motivation, c'est de faire en sorte que ces enfants qui naissent sur le sol de Mayotte, département français, aient la nationalité française. Donc si on veut mettre fin à ces flux migratoires qu'on n'arrive plus à contrôler, il y a une situation qui devient très très compliquée sur l'île, il faut au moins provisoirement mettre entre parenthèses le droit du sol sans aucun doute. Vous venez donc d'entendre l'opposition par la voix de Daniel Fasquelle, Alain Brunel. L'immigration, c'est l'un des points clés, l'une des questions centrales aujourd'hui au cœur de la crise à Mayotte. Il n'y a pas que l'immigration, il y a aussi l'insécurité, il y a aussi une volonté de vivre autrement. C'est ce qui s'exprime depuis 4 semaines. Et effectivement, on se rend compte que Madame la ministre d'Outre-mer qui est présente ne répond pas forcément donc à toutes les questions qui se sont posées, puisqu'il demande encore des manifestations supplémentaires. Là, je viens d'entendre, je ne sais pas si je réponds tout de suite par rapport au droit du sol, mais le mettre entre parenthèses, je suis absolument contre. On ne peut pas avoir des enfants qui sont nés dans un hôpital ou une maternité, sur le sol notamment de Mayotte, et dire qu'ils sont sur le territoire international. Ça n'existe pas une naissance internationale. Le droit français doit s'appliquer. Le droit français doit s'appliquer, obligatoirement. Sur tout le territoire. Sur tout le territoire. Vous entendez, Paula Forteza, ces interrogations sur cette question de l'immigration et notamment de cette maternité. Annick Girardin évoquait ce matin la piste d'une maternité extraterritoriale où la maternité française, la nationalité française ne serait pas systématiquement accordée aux enfants qui naissent. C'est l'une des pistes de réflexion vers lesquelles il faut tendre pour régler cette situation que connaît Mayotte. Il faudra étudier cette proposition dans plus de détails. Ce que je peux apporter au débat, c'est mon expérience personnelle. Je suis française de parents argentins, donc le droit de sol, j'y tiens. Et je crois que nous ne pouvons pas le mettre entre parenthèses. Mais il faudra creuser des solutions opérationnelles au niveau local sur ce sujet. La ministre rencontre l'intersyndicale cet après-midi, l'intersyndicale qui se mobilise, donc 4e semaine, on l'a dit, de mobilisation sur la question des violences. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement, Alain Brunel, a pris la mesure des problèmes rencontrés à Mayotte ? Le gouvernement, il est venu, il a mis des dispositifs en place, notamment quelques gendarmes supplémentaires, quelques policiers supplémentaires, mais je pense que ça ne suffit pas. Il y a l'insécurité, c'est un gros problème là-bas à Mayotte, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'insécurité aussi. Vous avez vu des femmes, des enfants pleurer, exprimer l'égalité, la fraternité, la liberté, etc. C'est tout ça. Donc, je pense qu'il y a des mesures d'ensemble qu'il faut regarder. C'est pas simplement une mesure là sur la question de la sécurité, c'est important. Je répète, c'est important. C'est aussi exprimé par les citoyens dans
là-bas à Mayotte. Mais en même temps, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi donc le mieux vivre, répondre aux aspirations, répondre aussi aux besoins sanitaires, répondre aussi aux besoins de santé, répondre aux besoins de l'école, répondre aux besoins du travail, etc. Je pense que c'est un plan d'ensemble qu'il faut aussi pour permettre aux citoyens d'exprimer leur l'égalité avec nous. Voilà. L'égalité réelle, Paula Forcetta, c'est toute la question aujourd'hui. Est-ce qu'il faut un plan d'investissement public, justement, pour Mayotte? Les maires de Mayotte réclament 1,8 milliard d'investissements. Oui, donc la réponse du gouvernement a été séquencée. D'abord, résoudre la crise immédiate. Les classes ont bien pu commencer hier. Les élections partielles vont bien se dérouler. La sécurité a été contrôlée. Les questions de sécurité ont été contrôlées. Mais maintenant, des assises vont être lancées, une concertation avec les différents acteurs pour réfléchir justement au long terme où ces questions vont être envisagées. Il ne s'agit pas non plus tout seulement d'investir, mais aussi d'accompagner, d'avoir une présence de l'État plus importante et de faire un transfert de compétences pour que ces investissements puissent être bien utilisés s'il y en a. Justement, la question de la différenciation des territoires qui se pose dans le cadre de la révision constitutionnelle, est-ce qu'elle se pose également cette question à Mayotte ? Encore une fois, nous sommes un peu tôt pour discuter des questions qui vont être inscrites dans la Constitution, mais ces débats vont venir sur la table dans les prochaines semaines. C'est une piste sur laquelle vous pourriez être en accord si une différenciation pouvait être accordée à des départements, dont notamment Mayotte? Je pense, pareil, c'est une discussion qui doit être globale et pas simplement sur quelques territoires. On pourrait parler de la Corse, par exemple, aussi, qui est une question aussi importante. Je pense que c'est un ensemble de dispositions qui sont mises en place concernant les réformes institutionnelles, constitutionnelles, et donc il faut qu'on regarde cet ensemble. Après, chaque territoire, chaque département a le droit aussi de vivre et d'avoir les moyens pour le faire. C'est ça la question. S'il y a une demande d'1,8 milliard concernant le département Mayotte, il y a d'autres départements qui, par exemple, pour mon département à moi, il réclame aussi des moyens parce que nous sommes dans les clignotants, ils sont au rouge partout, sur la santé, sur l'emploi, etc. Donc il nous faut des moyens supplémentaires puisqu'on souffre. Donc chaque département a besoin également de pouvoir s'exprimer sur les moyens qui manquent. Et on écoutera dans quelques instants la réponse du gouvernement sur cette question. On va poursuivre justement avec la réforme constitutionnelle. Moins de parlementaires, une dose de proportionnelle, la fin du cumul des mandats dans le temps et la limitation du nombre d'amendements. Ce sont quelques-unes des mesures envisagées. Ludovic Faux, vous êtes en direct avec André Chassaigne, le président du groupe GDR à l'Assemblée, qui va interpeller le gouvernement sur cette réforme à venir. Oui, André Chassaigne, votre sujet aujourd'hui à vous, c'est la réforme institutionnelle. Concrètement, quelle question qu'allez-vous demander au gouvernement? Ma question va être claire, simple comme on dit. J'estime que cette réforme institutionnelle est d'une extrême importance. Elle va bouleverser nos institutions démocratiques avec les mesures qui nous ont été annoncées par le président de la République, par la voix du Premier ministre. Il y a aussi les actes aujourd'hui, les actes de mépris du Parlement par cette majorité. Aussi, ma question portera sur l'organisation de référendum. Parce que mon groupe estime qu'au regard de l'importance des enjeux, il faut consulter le peuple, il faut donc un référendum. Est-ce que, comme d'autres ici, vous êtes inquiet en ce qui concerne notamment la limitation éventuelle du droit d'amendement envisagé par le gouvernement? Je suis plus qu'inquiet. Je pense que c'est une rupture historique. Parce que derrière cette question des amendements, c'est l'équilibre des pouvoirs dont il est question. C'est l'équilibre démocratique. C'est faire en sorte, est-ce que l'on veut dans ce pays un pouvoir législatif avec des parlementaires ou on veut ce que j'appellerais une technocrature? C'est ça, en fait, l'objet du débat. Merci, André Chassaigne, qui demande donc un référendum sur cette question de la réforme institutionnelle. Merci à vous, Ludovic Faux. On va revenir dans quelques instants sur cette question du référendum. Tout d'abord, le droit d'amendement, Paula Forcetta. En tant que député, êtes-vous favorable ou non à une limitation du droit d'amendement?
Alors, je crois que nous partons tous du même constat, c'est qu'il y a des comportements d'obstruction qui nuisent à la qualité des débats. Donc, il faudra trouver des solutions, mais il faudra réfléchir à la procédure législative dans son ensemble. Des propositions ont été formulées par le gouvernement. Nous sommes encore dans un stade de dialogue. Des propositions comme la planification des travaux législatifs, comme la recevabilité des amendements, des discussions autour de ça. La limitation du droit d'amendement est une de ces propositions. Je crois qu'il y a des risques qu'il faut évaluer sur cette proposition, notamment vis-à-vis de l'expression individuelle des députés, des droits de l'opposition. Mais nous sommes encore dans une étape de dialogue avec le gouvernement et c'est une démarche qu'il faut saluer. François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, est sorti de son silence pour dire que tout n'était pas acceptable et que le Parlement devait être respecté. Avez-vous le sentiment de ne pas être respecté par le gouvernement sur cette réforme ? Pas du tout. Nous sommes justement dans une étape de dialogue. Le Parlement fera son travail d'amendement comme il l'a toujours fait. Nous sommes en train d'étudier les questions. Il faut se rappeler que nous n'avons pas encore de texte sur la table. Donc il s'agit encore de propositions vagues qui seront étudiées, analysées et les députés feront leur travail. Alain Brunel, vous venez d'entendre, la décision sur ce droit d'amendement n'est pas encore prise. Pourquoi êtes-vous opposé à une limitation du nombre d'amendements, du droit d'amendement par député? D'abord, il y a plusieurs choses, parce que ce projet de loi constitutionnelle, en ce qui nous concerne, nous, remet en cause les fondements de la République. D'une part, par rapport à moins de démocratie, et je pense qu'il s'inscrit aussi, ce projet de loi constitutionnelle, s'inscrit dans tout ce qui est déjà d'actualité, c'est-à-dire on est de plus en plus soumis aux ordonnances. Voilà, ordonnance de loi travail. On parle notamment de l'ordonnance et du 49.3 concernant le projet ferroviaire. Au Sénat, il s'est passé aussi autre chose. On a interdit pratiquement, enfin, on a ressorti le 44.3 pour empêcher qu'il y ait un vote. Donc, le gouvernement a retiré. Procédure de vote bloquée. Procédure de vote bloquée, exactement. Et donc là, ça s'est passé alors que tout le monde était d'accord concernant l'agriculture et la revalorisation des retraites agricoles. Donc voilà, ça c'est la réalité. Donc ça veut dire que déjà, actuellement, le Parlement, les députés sont, au moins les députés de l'opposition, sont méprisés, ils n'ont pas le droit à la parole. Donc c'est pour ça on peut être que contre. On a besoin de s'exprimer. On est là pour ça. Il y a des amendements qui doivent être faits. Là, on parle aussi dans cette réforme, dans cette loi, que de toute façon, tout va être fait en commission et que les amendements qui sont discutés en commission sont adoptés en commission et ne seront plus présentés dans l'hémicycle. Ce qui veut dire que ceux qui ne participent pas à ces commissions, puisqu'il y a plusieurs commissions, n'auront pas droit au chapitre et n'ont pas le droit de s'exprimer là-dessus. Donc, sur cette question-là, on ne peut pas être d'accord avec ce qui est proposé, et M. Chassaigne a tout à fait raison, il faut absolument s'en remettre à un référendum, parce que le peuple doit décider de ce qui va se passer dans ce pays. Le référendum est nécessaire sur cette réforme constitutionnelle, Paula Fortezza? Le président s'est exprimé à ce sujet. Il n'est pas contre le référendum. D'abord, il faudra étudier ce texte en tant que parlementaire. Et puis, s'il s'agit d'en arriver là, bien sûr que le peuple français aura son mot à dire sur cette réforme. Il n'y a pas de voie privilégiée entre le Congrès ou le référendum? Il faudra d'abord passer par le Congrès et voir si le référendum est nécessaire. Est-ce qu'un Congrès aujourd'hui est envisageable, Alain Brunel, au vu de l'opposition du Sénat, mais aussi des groupes d'opposition à l'Assemblée? Non, le Congrès n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est demander aux citoyens ce qu'ils pensent un peu de cette réforme, de cette loi, ce qu'ils pensent aussi du fonctionnement de l'hémicycle. De plus en plus, il faut que les citoyens participent notamment au projet de loi, participe aussi aux différents changements au niveau de la Constitution. C'est ça qui est important. Là, aujourd'hui, on empêche le député de s'exprimer, puisque tout passe par ordonnance. On empêche les citoyens aussi de s'exprimer. Donc l'idée d'un référendum, c'est de dire, nous, on a droit à la parole, on a droit aussi de s'exprimer, on va dire ce qu'on pense. Avez-vous le sentiment d'être empêché aujourd'hui, comme Alain Brunel, de pouvoir débattre des sujets, des projets de loi aujourd'hui dans l'hémicycle, en commission, Paula Fortezza? Pas du tout. Il s'agit à chaque député de saisir son pouvoir et son opportunité de prendre la parole. Mais là où je vous rejoins, c'est sur la question de la participation citoyenne. Je crois que c'est un sujet que nous devrons introduire dans cette réforme et j'y veillerai tout particulièrement. C'est un sujet qui me tient à cœur. D'autres dispositions sont également prévues qui vous impacteraient, la limitation du nombre de députés, l'introduction d'une dose de proportionnelle. Où doit se placer le curseur, Paula Fortezza, selon vous?
Alors, c'est des mesures qui sont très importantes parce que nous voulons des députés qui aient plus de moyens, une assemblée qui soit plus représentative. Donc, c'est des mesures qui ont été portées pendant la campagne. Nous avons le mandat pour aller de l'avant sur ces questions. Et je crois que le curseur sera placé dans les discussions entre le Sénat, entre l'Assemblée, les citoyens, les différentes parties prenantes pour trouver le bon équilibre. Alain Brunel, moins un quart, moins un tiers de parlementaires? Plus de députés. On a besoin de plus de représentants. Parce que regardez, il y a des circonscriptions où ils ont 250, 300 communes, c'est impossible. Voilà. Et vous-même, vous êtes aussi dans ce cas-là, puisque vous représentez un grand territoire. Vous avez de la difficulté à tout assumer. Et un député, s'il n'est plus en lien avec les citoyens, c'est compliqué. Ça veut dire que lui, il se représente lui-même dans l'hémicycle. Et c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est représenter aussi les citoyens qui nous ont élus, qui nous ont fait confiance, quel que soit le parti politique. C'est un peu ça. Donc moi, je serais pour plus de députés que moins que de députés. Et sur la dose de proportionnelle? La dose proportionnelle, c'est autre chose. Parce que là, si je veux plus de députés, la dose proportionnelle, c'est une autre question qui doit discuter globalement. Parce que là, on n'a pas encore les éléments par rapport à ça. Mais simplement un mot. Je dirais que il y a un fossé qui s'est creusé entre la politique et les citoyens. Au plus on va empêcher les citoyens, enfin pas empêcher, mais au plus on va creuser ce fossé, au moins les citoyens vont s'intéresser à la politique et on aura toujours plus un taux d'abstention énorme. Et c'est ça qui nous guette. Donc nous, on a plus intérêt pour les valeurs de la République, à ce que les citoyens se mêlent de la politique, se mêlent de ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on veut ce référendum. Par référendum. Donc, Paula Fortezza, les citoyens doivent aujourd'hui entrer plus largement au cœur de l'Assemblée. Bien sûr, je crois que c'est ce que demandent les citoyens. Je crois que c'est le lien de confiance que nous devons retisser entre les citoyens et les parlementaires et que nous avons plusieurs mécanismes, que ce soit par la Constitution, par les lois, par les pratiques elles-mêmes aussi, pour pouvoir retisser ce lien. Nous avons beaucoup d'initiatives au sein de la majorité En Marche pour aller dans ce sens. Et c'est un point d'accord entre vous sur cette question de la place du citoyen, en tout cas aujourd'hui. Oui, c'est important. La place du citoyen, c'est important, de toute façon. Mais après, c'est comment on y arrive. Comment on y arrive sur les méthodes. Ouais, sur les méthodes. Là je pense que le projet de loi constitutionnelle ne va pas permettre ça. Parce qu'en diminuant en fait, le nombre de députés, on diminue aussi tout le travail de proximité que peut faire un député élu. Mais il n'y a pas que les députés. Tous les élus ont aussi son travail de proximité. Je pense aussi que dans les idées qui sont aussi de supprimer les communes ou de les diminuer, ça ne va pas non plus arranger la proximité et le lien qu'on peut faire avec la politique. Voilà. Et vous en débattrez largement dans l'hémicycle. Et nous suivrons bien évidemment ces débats sur la chaîne parlementaire. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Il est 14h50. Et nous sommes donc à 10 minutes de l'ouverture.